View. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette session un peu particulière puisqu'on va parler de FAQ. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai publié un message sur LinkedIn vous proposant de me poser des questions sur les aspects pro, bien entendu, le travail chez Microsoft, comment y rentrer. On verra qu'il y a énormément de questions que vous m'avez posées qui sont en rapport avec Microsoft, mais aussi sur mes autres activités, que ça soit YouTube, que ça soit Twitch, que ça soit mon livre, etc. Donc avant d'attaquer, comme d'habitude, remerciement cette fois à Nat qui a eu la gentillesse de me faire un don, d'ailleurs elle ne me l'a pas fait à moi le don, mais de faire un don contre le cancer chez l'enfant. Et donc là, pour info, on est déjà à 155 € collectés. Je vous mets le lien pour participer à cette cagnotte. Je me dis qu'on est presque au début du mois. Avec un peu de chance, certains ou certaines d'entre vous ont été payés et ils se disent, tiens, je vais mettre 5 € dans la tirelire de la recherche contre le cancer chez l'enfant et ça va permettre d'aller plus loin dans l'aide aux malades et en particulier aux petits malades. Donc n'hésitez pas à faire un don. Mon objectif, c'est d'atteindre 1500 €. Vous allez me dire, mais tu n'es même pas à 10%. Ouais, je suis à peu près à 10%, on va dire. Mais au-delà de ça, je dirais que tout ce qui est récolté, ça permet d'aider à la recherche contre le cancer chez l'enfant. Et puis vous le savez peut-être, mais chaque année avec mon fils de 9 ans, on participe à la course solidaire contre le cancer chez l'enfant qui a lieu à Saint-Cloud à Paris. L'année dernière, on avait fait 5 km et cette année, on s'est dit on va faire 10 km. On a créé une équipe avec mon fils. Lui, il a déjà récupéré les 100 € nécessaires pour qu'il participe. Et moi, au minimum, il me faut 200 € pour que je puisse prendre le départ des 10 km de cette fameuse course. C'est une très bonne question, MapCloud. Est-ce que ça inclut l'achat du livre? Alors, effectivement, quand vous achetez mon livre sur Azure, il y a marqué, et c'est effectivement le cas, il y a un petit bandeau qui dit que tous les royalties iront à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Sauf que, en fait, les royalties, ils me sont reversés tous les trimestres par Eni, les éditions Eni. Donc, au final, bientôt, je vais pouvoir faire de moi-même un virement à cette association Imagine for Margot qui lutte contre le cancer chez l'enfant. Mais je le ferai à partir des royalties que j'aurai touchées à la fin de ce trimestre. Donc, a priori, ce que m'a dit les éditions Eni, c'est qu'en juillet et août, j'aurai le premier versement. Et les 10 km, c'est bien, mais j'ai un objectif plus tard, c'est de faire un semi-marathon. Mais ça n'aura rien à voir avec la lutte contre le cancer chez l'enfant. On pourra en parler, mais on rentre dans le cas de Spartan Race. Vous m'avez souvent vu avec des petits t-shirts où il y a marqué Spartan, quel est votre métier, etc. Et en fait, tout ça, c'est des courses avec obstacles, un peu comme les parcours commando pour ceux qui ont fait leur classe à l'armée. Et moi, j'aime bien participer à ça. Et mon objectif, ça serait de faire les 21 km qui correspondent à 30 épreuves. Donc là, l'avantage, c'est que clairement, vous ne faites pas que de la course à pied, mais vous faites aussi des épreuves. Donc, par exemple, ça va être nager dans de l'eau glacée, comme pour les mud days d'ailleurs. Ça peut être aussi de grimper à la corde à 5 mètres de haut pour toucher une cloche. Enfin, il y a plein d'épreuves. Moi, je vous encourage à regarder. Vous tapez Spartan Race sur Bing, sur Google, etc. Et franchement, c'est top du top. Et puis ça vous oblige tout au long de l'année à garder une certaine forme physique pour pouvoir participer à ces courses. Vous voyez, quelque part, j'ai répondu potentiellement à une question que vous auriez pu vous poser. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. La FAQ, vous êtes un peu là pour ça. Donc l'agenda, j'ai reçu, pour être transparent avec vous, une 25 questions à peu près, qui couvrent différents domaines. Donc le gros des questions, c'est sur la vie chez Microsoft, mais j'ai aussi pas mal eu de questions sur YouTube, Twitch, le temps que ça prend, etc. J'ai eu des questions sur mon livre, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que ça apporte, etc. Le métier de Cloud Solution Architect. J'ai eu aussi une question sur Azure avec ChatGPT. Et puis j'ai eu des questions sur le statut de MVP, parce que vous le savez peut-être, mais je suis un ancien MVP. Et avant de parler de tous ces sujets, première chose, Thomas, Mathieu, Mohamed, Vincent, Stéphane, Jean-Martial, Tierno, Jérôme, Erzb, 60, Toys N Us, Julien, Nadine, Christophe. Donc vous voyez, il y a eu plus d'une quinzaine de personnes qui m'ont posé des questions. Donc merci d'avoir joué le jeu. Et le but, c'est bien entendu de répondre à vos questions en séance. Alors ces questions, on va le voir, je les ai à peine lues. Et je les ai à peine lues pourquoi ? Parce que je voulais que ça soit le plus naturel possible la réponse aux questions.
Donc, bien entendu que j'ai un peu en visu les questions que vous m'avez posées, mais j'y ai pas réfléchi plus que ça, parce que j'avais besoin, et je pense que c'est ce que vous recherchez aussi, que ça soit naturel. Alors, il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont posé des questions techniques, genre comment déployer dans un cluster AKS une apps containerisée. Et bien ça, c'est pas du tout ce que je vais traiter aujourd'hui. Les questions techniques, si vous en avez et que j'ai le temps, j'y réponds souvent sur LinkedIn ou même sur Teams pour ceux qui ont mon email Microsoft. On va dire que le gros de mon travail, c'est de répondre aux questions techniques de mes clients. Et donc forcément, là aujourd'hui, on ne va pas du tout répondre aux questions techniques que vous m'avez posées. Il ne faut pas hésiter à me les envoyer, mais plutôt soit par mail, soit par LinkedIn. Si vraiment vous avez cherché et que vous n'avez pas trouvé la réponse sur votre moteur de recherche préféré. Un dernier disclaimer, tout ce que je vais partager n'est que mon ressenti, n'est que mon expérience. On va parler éducation, on va parler du droit à l'erreur, on va parler du syndrome de l'imposteur dans cette séance. Et encore une fois, c'est que mon expérience, ça n'engage en rien mon employeur, qui est Microsoft, ni qui que ce soit d'autre. Donc c'est vraiment basé sur mon expérience et elle vaut ce qu'elle vaut. Parfois, vous allez trouver ça juste énorme et vous dire non mais il ne faut surtout pas que je prenne exemple sur ce qu'il nous dit, et d'autres fois, ça peut vous aider. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Salut Philippe, tu utilises quels outils pour tes présentations? Par exemple, quand tu partages ton écran, c'est en cas de la fenêtre que tu utilises et tu peux mettre des flèches rouges en live pour pointer un élément. Eh bien, voilà une bonne question. Alors moi, ce que j'utilise comme outil pour justement mettre des flèches, là par exemple, je mets une flèche ou des rectangles, etc. Ben, c'est un outil qui est très simple, qui a été fait par quelqu'un qui bosse chez Microsoft et ça s'appelle Zoomit. Donc je te le conseille, je vous envoie le lien dans le chat. Et Zoomit, c'est vraiment top. Ça a été fait par Marc Rusinovich, qui bosse encore pour nous. Et c'est ce qui me permet de faire des présentations un peu impactantes avec des flèches, etc. Donc vous voyez, rien à voir avec le sujet initial, mais c'est très bien parce que ça fait partie des questions qu'il ne faut pas hésiter à me poser sur ce sujet. Voilà par rapport à la question de Damien. Donc Zoomit, c'est gratuit, je ne l'ai pas précisé, mais c'est gratuit et c'est basé vraiment sur des raccourcis clavier. Et vous voyez, par exemple, si je veux encadrer le mot-clé Microsoft, eh ben, je le fais à l'aide d'un raccourci clavier et c'est hyper simple à mettre en place. Voilà pour ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque les questions. Allez, première question que vous m'avez posée, comment rentrer chez Microsoft? Alors, cette question, je l'ai eue énormément. Et alors, pour rentrer chez Microsoft, il n'y a pas de secret, hein. On va dire que le process de recrutement, il est assez simple. Il faut d'abord que vous alliez sur un site qui contient toutes les offres d'emploi proposées par Microsoft. Ce site, c'est job.careers.microsoft.com. Il a changé depuis peu. Avant, ce n'était pas la même URL, mais il y a une semaine ou deux, Microsoft l'a mis à jour. Et là-dessus, vous allez faire un filtre sur ce qui vous intéresse comme job. Donc, vous allez mettre les mots-clés du job, vous allez mettre dans quelle région vous êtes et dans quelle région donc vous voulez faire ce job au quotidien chez Microsoft. Vous allez pouvoir mentionner si le job a besoin d'une expérience préalable, par exemple sur Azure. Mais si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi postuler. On a un programme spécial pour intégrer les étudiants chez Microsoft. Ensuite, vous allez pouvoir dire si vous voulez du full remote ou si vous voulez un remote partiel, etc. Quel type de job vous recherchez? Par exemple, software engineer, ça va être clairement des développeurs. Data center, c'est pour ceux qui maintiennent en conditions opérationnelles nos data centers qui sont répartis autour du globe, etc. Bref, vous remplissez tout ça, vous faites une recherche et s'il y a un job qui est disponible, eh ben, il sera affiché ici. Et là, moi, je vous en ai trouvé un qui date de juin 2023, pardon, où là, on vous dit que on a jusqu'à 50% de télétravail. C'est du full-time. Donc, full-time veut dire que ça sera du plein temps. Vous seriez CSA, comme moi, Cloud Solution Architect. Et là, il y a une description du job où on vous dit bien que si vous avez des expériences quelque part sur l'industrie, c'est un plus. Donc, une fois que vous avez postulé à ce job-là, ça va aller chez les RH. Les RH vont transférer au manager. Si le manager retient votre CV d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être contacté par les RH. Alors, il faut savoir que le process de recrutement chez Microsoft est assez particulier. Moi, je l'ai rarement vu à ce point. Donc, concrètement, comment ça se passe?
vous allez avoir normalement 4 entretiens. Alors quand je dis normalement 4, parce que j'ai d'expérience de MSF, de Microsoftie qui m'ont dit j'en ai eu moins que 4, comme j'en ai eu d'autres qui en ont eu 5 ou 6. Mais on va dire que moi, dans mes expériences passées, j'en ai eu 4. Donc le premier entretien, c'est l'entretien avec votre futur manager. Donc là, on va plutôt s'orienter vers vos soft skills. Et les soft skills, c'est quoi? C'est pour travailler chez Microsoft, je dirais que est-ce que vous savez travailler en équipe? Comment vous réagissez face à la pression? Comment vous êtes au quotidien avec vos collègues? Comment, enfin, voilà, tout ce qui concerne, on va dire, ce qui n'a rien à voir avec la technique. Ça ne veut pas dire que pendant l'entretien avec le manager, il ne va pas vous poser des questions techniques ou en tout cas regarder votre CV et vous poser des questions sur vos expériences. Mais c'est un entretien qui va durer, on va dire, 1 heure. Ça, c'est le premier entretien. Le deuxième entretien, il va être très orienté technique pour le coup. Alors souvent, pour les CSA, c'est un entretien à base de use case. Donc en fait, vous allez avoir 1 ou 2 CSA dans la séance qui vont vous présenter un cas d'usage, un cas concret client. Donc les CSA vont se faire passer pour le client et vont vous dire, voilà, tu as tout ce contexte-là, tu es en call avec moi, je suis ton client, comment tu mènes le call? Donc là, basé sur ce use case, vous allez pouvoir interagir avec les CSA, le ou les CSA, en général ils sont 2. Et puis quelque part à la fin, bah ok, on te fera un feedback si oui ou non, tu nous as bien aidé concernant ce use case et tu nous as permis d'avancer par exemple dans Azure en nous vendant des solutions, en nous expliquant techniquement pourquoi telle solution plutôt que telle autre, etc. Le use case, en règle générale, vous le recevez avant. Donc, vous avez le temps de travailler dessus. Maintenant, je dis en règle générale parce que moi, j'en ai passé plusieurs des entretiens chez Microsoft avec différentes équipes. On en parlera plus tard. Et concrètement, il y a des fois, ce use case, il était envoyé avant et il y a d'autres fois où je le découvrais en séance, 5 minutes avant. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième entretien. Ensuite, vous avez un troisième entretien où là, c'est avec une personne avec qui vous n'êtes pas appelé à travailler. Donc, par exemple, ça va être un manager d'une autre équipe qui n'a rien à voir avec la vôtre. Ça peut être aussi un membre d'une autre équipe avec qui vous ne travaillerez jamais. Alors, je ne sais pas, un cas concret, ça peut être, moi, je postule en tant que Cloud Solution Architect Azure et je suis en entretien avec quelqu'un qui fait du Dynamics 365 chez Microsoft, donc notre CRM. Concrètement, il y a quand même peu de chances que j'ai à bosser avec lui. Ça peut être quelqu'un qui est au support Office 365, par exemple. Vous voyez qu'il n'y a rien à voir. Et lui, il va avoir un point de vue extérieur et objectif sur votre candidature. Et donc, lui aussi, il va faire un rapport par rapport à cet entretien au management. Et puis, le dernier entretien, normalement, c'est un entretien pur technique, où là, vous êtes en discussion avec quelqu'un qui est technique chez Microsoft, qui va vous poser des questions, etc., techniques, sur n'importe quel sujet. Donc là, on sort du use case, c'est vraiment des sujets de manière générale. Voilà, moi, ce que je peux vous dire sur le process pour rentrer chez Microsoft. Et à la fin, on va faire ce qu'on appelle un check de votre background, c'est-à-dire qu'on va vous demander, en règle générale, les diplômes que vous avez eus, bien entendu. Donc, on va vous demander de les prouver. Alors, encore une fois, hein, si vous les avez plus, les diplômes, moi, mon dernier diplôme, c'était en 2002-2003. Je l'ai scanné, mais admettons que vous l'avez plus, c'est pas très grave non plus. Par contre, on va vous demander les coordonnées de personnes qui ont travaillé avec vous dans différentes entreprises pour vérifier que vous avez bien travaillé dans ces sociétés. Donc, objectivement, moi, le check du background, il s'est bien passé. Je ne sais pas du tout jusqu'où ils vont dans le check du background, mais il y a aussi ça. Il va y avoir une vérification de vos antécédents. Et c'est une vérification assez poussée, puisqu'on vous demande les coordonnées quand même de, globalement, toutes les sociétés où vous avez travaillé. Les entretiens, Damien me pose la question, est-ce que les entretiens sont en anglais? Alors ça dépend. Pour mon premier job chez Microsoft, donc mon job de formateur Microsoft Technical Trainer, tous mes entretiens étaient en anglais. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'étais pas très à l'aise en anglais. Alors, je pourrais en parler de pourquoi j'ai postulé chez Microsoft, mais ça sera peut-être dans une autre session FAQ. Et j'arrive à un entretien avec quelqu'un qui avait un nom à consonance italienne. Et concrètement, je commence à lui parler anglais. Il me dit « Ah, mais t'es français, allez !» Et puis, on a switché en français. Mais pourtant, vous le savez, les Italiens parlent souvent français.
Donc, c'était mon seul entretien en français. Sinon, sur les 4 entretiens, j'en ai eu 3 en anglais. Donc, ça, c'était pour mon entretien sur mon premier job chez Microsoft. Là, actuellement, vous le savez, mais je suis Cloud Solution Architect. Là, tous les entretiens sont faits en français. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, je gère des clients en français. Donc, des entreprises françaises avec des clients qui parlent français. Alors, je vous dis ça, mais quelque part, c'est pas tout à fait vrai, puisque parmi mon portefeuille de clients, j'ai 2 clients qui parlent anglais. Donc, c'est des sociétés françaises, mais qui parlent en anglais. Donc, je fais mes calls en anglais avec ces clients-là. Mais de manière générale, chez Microsoft, il y a de grandes chances que votre équipe, sauf si vous êtes rattaché à la Sub France, mais moi, je suis rattaché à IMIA, donc que votre équipe soit partie prenante d'une structure plus large avec des régions qui sont représentées. Donc, il y a l'Allemagne, il y a la Grande-Bretagne, etc. Et donc, en fait, quand vous allez rencontrer vos collègues avec qui vous travaillez, qui sont issus des différentes autres équipes, vous allez parler anglais, vous recevrez beaucoup de mails en anglais, beaucoup de communications chez Microsoft sont en anglais. Donc, mon conseil, c'est progresser en anglais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petite anecdote, avant de rentrer chez Microsoft, j'ai postulé à 2 autres jobs avant ça. Donc, les 2 autres jobs, j'ai été recalé pour différentes raisons. Mais une des grosses raisons qui a fait que j'ai été recalé à un des 2 autres jobs, c'est que mon anglais était pas bon. Et je me rappelle à l'époque, j'étais chez Capgemini. Je ne me plaisais pas chez Capgemini. Et tous les matins, quand je faisais mon sport, je prenais Duolingo, l'application. Je faisais un peu de Duolingo. Et puis en parallèle de ça, j'écoutais des podcasts en anglais. Et donc j'ai fait ça pendant quand même 3-4 mois. J'essayais de parler en anglais chez moi, parler avec mon fils qui comprenait que dalle en anglais avec lui, etc. Et ça m'a permis quand même, je pense, de rentrer chez Microsoft. Donc mon propos et mon conseil, c'est si vous avez une difficulté, si vous avez une faiblesse, parce que si vous n'êtes pas pris aux entretiens Microsoft, on vous dira pourquoi vous n'êtes pas pris. On vous dira, ça a pêché au niveau du use case, ça a pêché au niveau de l'anglais, par exemple. Moi, on m'avait clairement dit que l'anglais, c'était pas suffisant. Et j'ai travaillé pendant 3 mois mon anglais, et puis ça a marché. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi. Et puis, pour être transparent avec vous, depuis que je suis chez Microsoft, j'ai demandé à mes différents managers de prendre des cours d'anglais. Donc, l'entreprise, de manière régulière, m'offre la possibilité d'avoir des calls en anglais avec des formateurs, donc des teachers en anglais, qui m'ont fait progresser. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, une fois que vous êtes dans la société, à progresser à ce niveau-là et à travailler votre anglais ou à travailler vos faiblesses, en fait. Au-delà de ça, c'est vraiment de travailler vos faiblesses. Donc, voilà comment rentrer chez Microsoft. Un autre point aussi sur comment rentrer chez Microsoft, j'y pense maintenant, mais n'hésitez pas à demander des recommandations à des personnes qui sont déjà chez Microsoft. Franchement, ça aide beaucoup. Moi, pour mon job de formateur, de Microsoft Technical Trainer, j'avais demandé à pas mal de contacts chez Microsoft de me faire une recommandation. Et quand j'avais envoyé le PDF des recommandations à mon futur manager, il avait été agréablement surpris du fait que je connaissais pas mal de gens chez Microsoft qui témoignaient de mes compétences techniques. Donc c'est un point aussi important, les recommandations. N'hésitez pas, si vous connaissez des gens chez Microsoft avec qui vous avez bossé et que c'est un rêve, n'hésitez pas à demander des recommandations. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui te motive le plus quand tu vas au travail et au contraire, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail aujourd'hui chez Microsoft? Alors, question vachement importante, intéressante. Qu'est-ce qui me motive le plus? En fait, moi, je suis passionné d'Azure. C'est bête, hein, mais pour moi, je suis scotché du fait qu'avec un clavier et une souris, je puisse créer des ressources dans n'importe quelle région du globe. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui me motive le plus? C'est la passion d'Azure. Et au-delà de ça, je trouve que comme j'aime ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais. En fait, je crois vraiment qu'on peut être bon dans n'importe quel domaine dès lors où on se sent à l'aise dans ce domaine. Souvent, quand j'ai des entretiens, quand il y a des gens qui me contactent sur LinkedIn parce qu'ils sont en plein questionnement, en reconversion, souvent, une des choses que je demande à la personne qui me contacte, c'est mais qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Et parfois, ça va avoir rien à voir avec les produits Microsoft. La personne va me dire, moi j'adore le basket. Il a 18 ans et moi mon conseil, ça va pas être forcément de lui dire, écoute, investis dans l'IT, mais peut-être investis dans ce sur quoi tu te sens bien et sur lequel tu t'éclates, tu t'épanouis. Et ça peut être d'envoyer un ballon dans un panier de basket. Voilà.
Donc le point important, c'est que ce qui me motive le plus, d'une certaine façon, c'est mon travail, en fait. C'est le fait de résoudre des problèmes qui sont rencontrés par mes clients et de trouver des solutions en architecturant, en résolvant des problèmes pour, au final, arriver à ce que le client, par rapport à son business, il arrive à l'utiliser dans Azure. Donc voilà, moi, ce qui me motive. Qu'est-ce que j'aime le moins dans mon travail? Moi, ça, je pense que vous n'allez pas être surpris, mais c'est tout ce qui est administratif. Je ne connais pas grand monde qui aime loguer tous les calls. Donc, on a des outils pour loguer nos calls avec nos clients. Et effectivement, ça me prend du temps de les loguer, de les faire valider. On a des objectifs, etc. par rapport à ça. Donc voilà, moi, ce que j'aime le moins dans mon travail, d'une certaine façon, c'est tout le côté administratif. C'est la création des notes de frais, c'est le fait de rentrer l'école, de rentrer les résumés d'école, etc. Voilà, moi, j'adore être au contact de mes clients. Pour autant, mettre des comptes rendus sur notre outil interne, voilà. C'est nécessaire, je comprends pourquoi on le fait, mais c'est pas pour autant que j'aime. Où trouves-tu ton inspiration et ta motivation pour te maintenir au top de la tech? Inspiration, motivation, c'est un peu ce que je viens de dire. Alors, la motivation, c'est parce que j'aime ce que je fais, ça vous l'avez compris. L'inspiration, c'est que, en fait, j'ai des idées tout le temps. Quand je suis sous la douche, comme disait Sarkozy, non, ou lui il disait en se rasant, je crois. Quand je suis sous la douche ou n'importe quand, je pense tout le temps, j'ai des idées, j'ai plein d'idées. Et donc en fait, pour moi, c'est pas un effort d'avoir ces idées. Et comme ça fait longtemps que je me dis que on n'a qu'une vie et que si on ne met pas en place ces idées, on aura des regrets et que j'ai pas envie d'avoir de regrets et que je pars du principe que si je fais des erreurs, je vais apprendre. En fait, toutes les idées, en fait, j'essaie de les mettre en place. J'ai la chance d'avoir un manager chez Microsoft et d'avoir eu des anciens managers chez Microsoft qui ont toujours cru en mes idées ou à défaut m'ont dit écoute, moi j'ai un doute sur ton idée, mais en tout cas, essaye et tu verras bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça loupe, au final, tu auras appris. Donc voilà, moi je dirais que l'inspiration, c'est pas trop dur parce que j'ai plein d'idées sur plein de sujets. Par exemple, il y a quelques années, un matin, je me mettais du parfum et je me dis, mais au final, je mets du parfum sur mes habits qu'après, je vais laver dans la machine à laver. Et donc, au final, j'ai une lessive qui va enlever le parfum que j'ai mis sur mes habits. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une lessive basée sur mon parfum? Voilà. Et à partir de là, quand je laverai mes affaires, c'est con comme ça, ce que je vous raconte. Je pense que ça va vous faire rire. Et vous allez vous dire, il est perché. Mais je me suis dit, ça supprime une étape. Voilà. Et ça, je vous parle de ça, c'était il y a 10-15 ans que j'ai eu cette idée-là. Alors, j'ai travaillé pendant un temps avec un copain qui était dans la chimie, mais ça nécessite des autorisations sur le marché, etc. Un gros investissement au départ. Mais imaginez une lessive qui, quand elle vous lave vos habits, en fait, elle les lave avec l'odeur de votre parfum. Moi, je pense qu'on aurait tout à y gagner et on ferait des économies dans plein de domaines. Voilà. Rien à voir, mais c'était l'idée que j'ai eue. Donc maintenant que je l'ai donné cette idée, si quelqu'un met à profit cette idée, il me devra des royalties à vie, bien entendu. Et MapCloud, avec plaisir pour que tu m'embauches là-dessus. Comment as-tu réussi à t'imposer et grandir dans une entreprise de l'envergure de Microsoft? Alors, moi, j'aime pas le verbe imposer. Je me suis pas imposé chez Microsoft. Mais en fait, comme Microsoft est une boîte qui est vraiment bienveillante et qui pousse les salariés à, durant leur temps de travail, à investir sur les idées qu'ils ont, en fait, j'ai eu des idées, certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché, mais comme j'ai toujours été soutenu par mes managers et par Microsoft, ça m'a permis de gagner en visibilité. Donc la chaîne YouTube, mon livre sur Azure, la chaîne Twitch, tout ça, c'est des idées que j'ai eues. Il y a aussi le concept Azure Real World que vous connaissez. Donc le principe, on vient avec une architecture, on la déploie en séance. D'ailleurs, Thomas Ranou, à plusieurs reprises, en a déployé une avec vous. Mais moi aussi, je l'ai fait au travers du Hub and Spoke, d'un cluster à base de VM, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est une idée, le concept Azure Real World, qui, à ma connaissance, n'avait pas été proposé à Microsoft par le passé. Le fait de dire, en fait, plutôt que de venir et d'arriver avec une technologie qu'on montre au client, donc un service Azure,
Bon, on va venir avec une architecture complète et on va la déployer dans son environnement avec ses critères de réussite, le monitoring, la sécurisation, etc. Voilà. Donc Azure Real World, c'est une des idées que j'ai pu mettre en place chez Microsoft, concrètement. Et donc, je ne me suis pas imposé, mais avec mes idées, et ben, petit à petit, j'ai fait mon trou. Comment j'ai réussi à grandir dans une entreprise de l'envergure de Microsoft? C'est aussi une très bonne question. En fait, on grandit parce qu'on est au contact de personnes qui sont déjà fiers de travailler pour cette entreprise. Je pense que pour bosser chez Microsoft, il faut être fier, il faut avoir tout l'historique de Microsoft. Et moi, vous le savez sans doute, mais j'ai deux rêves dans la vie. Le premier, c'est de faire koh. Le deuxième, c'est d'être embauché chez Microsoft. Concrètement, il y en a un des deux qui a été réalisé. Et quand on réalise son rêve, forcément, on est quand même hyper fier de travailler pour une société. Moi, je suis fier de bosser pour Microsoft. J'ai pas honte de le dire. Parce que, mis à part le fait que c'est une entreprise bienveillante, c'est une entreprise hyper dynamique. C'est une entreprise qui bouge tout le temps, sur laquelle on ne peut jamais s'asseoir, se reposer sur ses lauriers plutôt. Et c'est une entreprise qui est innovante. On est un éditeur de logiciels. Donc concrètement, clairement, moi, comment je grandis chez Microsoft? J'adore cette société. Et donc à partir de là, je donne mon maximum pour bosser pour cette société. J'en suis fier. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul parce que pour parler à d'autres collègues, il y en a plein d'autres qui sont fiers de bosser chez Microsoft. Voilà. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune diplômé passionné de tech quant au choix du secteur d'activité et ou du type d'entreprise pour le début de sa carrière? Alors, souvent, on répond, faites une ESN, une SS2I. Moi, ce n'est pas le conseil que je donnerais parce qu'une ESN, j'ai beaucoup travaillé dans des ESN, Soprasteria, IBM, Capgemini. Certains sont meilleurs que d'autres, mais elles sont meilleures par rapport au management qui est associé à la société. Moi, je pense en fait qu'une société, elle n'est pas mauvaise euh, de facto. Elle peut devenir mauvaise par rapport au choix des profils qui y travaillent. Quand on a des personnes toxiques, des pervers narcissiques, etc., comme j'ai pu croiser dans ma carrière, forcément, ça ne donne pas envie de travailler pour une société qui est pourtant brillante par ailleurs. Donc, que ça soit une SS2I ou que ça soit un client final, pour moi, une SS2I, oui, on peut se dire on aura plus d'expérience parce qu'on va travailler chez différents clients. Mais d'un autre côté, un client final, vous allez travailler sur différents projets, donc différentes problématiques. Donc pour moi, ESN ou entreprise finale, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce que je conseillerais à un jeune diplômé, c'est vu qu'il n'a pas encore d'enfants a priori, qu'il n'a pas encore de maison, d'appartement à payer, etc., c'est de prendre des risques, de ne pas hésiter à faire des erreurs. Et puis deuxièmement, s'il s'estime sous-évalué par la société, s'il pense que clairement la société lui rend pas hommage, moi ce que je dirais aussi c'est de ne pas hésiter à changer. Les plus grands gaps que j'ai fait en termes salarial, c'est en changeant de structure. Ça n'est pas en ayant quelques pourcents d'augmentation chaque année dans les structures que j'ai traversées. Exception faite de Microsoft. Et je ne dis pas ça parce que ce live va être publié. Exception faite de Microsoft, où il y a une vraie politique salariale et d'augmentation, même si cette année, c'est gelé. C'est la première année que je vois ça, mais c'est lié au contexte international. Pour autant, moi, ce que je conseillerais à un jeune diplômé, c'est, quelle que soit la société, il faut que tu y sois bien. Il faut aussi que tu crois en ton management. C'est-à-dire que moi, je travaille avant tout pour des hommes plutôt qu'une société. C'est-à-dire que si avec mon manager, ça se passe mal, quand bien même je bosse chez Microsoft, ça va être compliqué de continuer ma carrière chez Microsoft. Quand bien même toute l'admiration que j'ai auprès de Microsoft. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille concrètement de trouver une personne sur laquelle vous allez vous dire, OK, c'est un leader, il a un bon mindset, et je vais le suivre, et il va me soutenir dans mes projets. Et si ça ne va pas, de ne pas hésiter à changer. En fait, on est dans un domaine où on recherche des informaticiens, et donc concrètement, changer de société, c'est pas un gros mot. Moi, j'estime que quelqu'un qui a fait plein de sociétés, c'est quelqu'un qui a plein d'expérience. Après, c'est sûr que si la personne, tous les mois, elle change de société, il y a des questions à se poser sur est-ce que le problème vient des sociétés qu'il a traversées ou est-ce que ça vient peut-être de son caractère, de comment il voit le travail, etc., etc.
Voilà, moi, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui débute sa carrière. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est même au milieu de sa carrière ou en fin de carrière. En fin de carrière, un peu plus compliqué parce qu'en France, on n'aime pas la seniorité, on n'aime pas ceux qui ont 50, 55 ans. Alors, c'est complètement idiot parce que dans des pays asiatiques, eh ben, on met en avant justement l'expérience acquise durant plusieurs années. Mais je dirais que jusqu'à 50 ans, 55 ans, oui, il ne faut pas hésiter à changer, de mon point de vue. Même si j'ai pas encore cet âge-là. Comment assure-t-on sa veille sur les solutions Microsoft quand on travaille justement chez Microsoft? Alors, c'est une vaste question. Comment on assure sa veille? Je dirais que la première chose, c'est qu'on reçoit des emails en interne sur des nouvelles technologies, sur des nouveaux projets, sur des... Voilà. Et donc, on peut collaborer ou tout le moins être bêta-testeur de services qui vont être mis après, plus tard, dans le domaine public. Donc, on a quand même une certaine veille en interne déjà de base. Ensuite, moi, je dirais que la veille, en fait, c'est une question de curiosité. Pour moi, un bon architecte, c'est quelqu'un qui est naturellement curieux. Donc, pour répondre à cette question, la veille sur les solutions Microsoft, si vous travaillez chez Microsoft, vous avez pas mal d'emails, mais au bout d'un moment, c'est noyé sur le flux d'emails sur les nouveautés produites par Microsoft. Mais au-delà de ça, moi, je dirais que si vous êtes curieux, moi, je conseille souvent, quand on me pose la question, au début, quand vous voulez apprendre un nouveau service, lisez la doc. Vous allez me dire, OK, facile, tu nous apprends rien. Mais ensuite, allez lire la FAQ de la doc et vous verrez les limitations du service. Donc pour moi, voilà, selon mon expérience, quelque chose qui est vraiment primordial quand on assure sa veille, c'est déjà le côté curieux qui doit être vraiment important. Et puis, après, vous le savez, hein, il y a aussi quel job on fait. Parce que moi, je vous parle de mon expérience en tant que CSA. Mais par exemple, si vous êtes dev chez Microsoft, et ben là, ce qui va parler aux devs, c'est plutôt le côté créatif. Moi, je considère qu'un architecte, il aime l'ordre, la logique, il aime, à partir de différentes briques, de faire un puzzle qui marche. Alors que le développeur, lui, il a quand même un côté créatif by design. Donc ça rejoint aussi la deuxième question, c'est un jeune diplômé passionné de tech, quant au choix du secteur d'activité, du type d'entreprise, il y a aussi, est-ce que je veux m'orienter vers de la création au travers de dev ou au travers de l'architecture ou au travers de l'administration, etc. Alors je vais y répondre, Itacus, la question. Alors il y a une question dans le chat, comment et combien de temps ça te prend pour écrire un livre? Alors, c'est une bonne question. Concrètement, pour écrire mon premier livre qui était Windows Vista de mémoire, j'ai mis 3 mois à écrire tous les week-ends, mais bien le week-end et le soir. Voilà. Et bon, ça dépend de la maison d'édition, mais en général, on vous demande un certain nombre de caractères dans le contrat. Donc, je crois que moi, c'était 200 000 caractères. Ça correspond à 600 pages de mémoire, hein. Encore une fois, c'est de mémoire, mais je crois que c'est ça. Et donc, concrètement, combien de temps ça prend? C'est vraiment variable. Ça dépend aussi de ta motivation, mais l'important, c'est pas le temps que ça prend, mais le résultat que ça va donner. C'est-à-dire que mon livre, c'est mon bébé. Donc, comme c'est mon bébé, je suis hyper fier de mon bouquin sur Azure. Vraiment. Et je dis pas qu'il a aucune faute, même s'il est relu, etc., par des correcteurs ou des correctrices. Mais je dirais que moi, je suis fier du contenu de ce livre. Donc, le temps passé, c'était plutôt les soirs, les week-ends. Mais ce qui est important quand vous êtes auteur, c'est de vous planifier du temps chaque jour ou chaque week-end où vous allez bûcher, quoi. Vous allez écrire, écrire, écrire. Et donc, moi, j'avais mis pour mon premier livre 3 mois à raison de tous les week-ends et très souvent le soir pendant 2-3 heures. Mais franchement, au bout d'un moment, c'est bizarre à dire, mais quand tu écris un livre, au bout de quelques semaines, tu es content d'ouvrir le document Word pour écrire dedans parce que tu y penses en dehors, parce que tu as tout un cheminement intellectuel et au final, un livre, c'est une histoire. Alors vous allez me dire, mais Azure, c'est pas une histoire, Philippe. Alors déjà, si c'est une histoire, et je vous en parlerai un jour, c'est Red Dog, l'histoire, mais on verra, je pense que vous allez adorer cette histoire d'Azure. Mais au-delà de l'histoire d'Azure, je dirais que libre à vous d'écrire un livre technique qui est sous forme d'histoire. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Allez, autre question. Il nous reste 20 minutes en théorie. Quel événement et quelle personne chez MS t'ont le plus marqué? Alors, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'Inspire de 2017 à Washington,
où on avait annoncé que Azure Stack pouvait être virtualisé. Donc l'Inspire, pour vous donner un ordre d'idée, il y en aura un qui sera du 18 au 19 juillet de cette année, 2023. Donc l'Inspire, c'est une grande messe où on invite les Microsofties, les partenaires, les clients, etc. Et là, regardez, si vous voyez mon écran, voilà une image qu'on a pu voir par le passé. Ici, vous voyez que Microsoft voit les choses en grand. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un stade de foot, je crois. De mémoire, c'était un stade de foot avec des dizaines de milliers de spectateurs qui sont liés au monde de l'IT, avec des écrans géants comme un concert de YouTube. Là, il y a quelques années, j'avais vu un concert de YouTube à Paris. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Donc l'event qui m'a le plus marqué, c'est l'Inspire à Washington. Et donc ça, c'est la première chose. Mais pour plein de raisons, parce que j'avais rencontré une personne que j'ai adorée, qui s'appelle Pierre Sylvie, pour le coup, avec qui on allait faire du sport en dehors des sessions et on s'était retrouvé à être dans un parc avec plein d'Américains et on avait fait un concours de combien vous étiez capable de faire de traction. Voilà, donc c'est des super souvenirs où Pierre, le dernier jour, juste avant l'avion pour nous ramener en France, il y avait quand même 9 ou 10 heures d'avion, et ben il se dit, tiens, ça serait bien que je m'achète des baskets dans tel magasin de telle petite ville des États-Unis. Et donc, on a failli louper l'avion pour ces baskets qu'il a finalement jamais achetées parce qu'il n'a pas trouvé les baskets qu'il voulait. Voilà. Donc, c'est l'event qui m'a le plus marqué. Puis c'était à Washington. Donc, par exemple, dans la rue, j'avais vu un policier. En fait, à Washington, comme il y a la Maison Blanche, il y a ce qu'on appelle le Secret Service. Et donc, c'est les services secrets américains qui sont chargés de protéger le président POTUS, on appelle ça, President of the United States. Bon, bref. Et en fait, pour plein de raisons, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est armement, par tout ce qui est protection balistique, etc. Et je vois une voiture du Secret Service et je vois un gars du Secret Service avec son chien là dans la rue. Et puis, bêtement, j'arrive et je le prends en photo, quoi. Et là, je me suis fait incendier. Il m'a demandé de supprimer la photo parce que l'armement du Secret Service n'est pas le même armement que le FBI, etc. Enfin voilà, j'ai plein d'anecdotes, de souvenirs comme ça. C'est un event qui m'a marqué. Quelles personnes chez MS t'ont le plus marqué? Objectivement, il n'y a pas une personne qui m'a marqué. C'est très compliqué. Et puis mes critères pour qu'une personne me marque, c'est pas son intelligence, mais plutôt sa bienveillance. Donc j'ai des gens auxquels je pense, Julia, Nicolas, Thomas chez Microsoft, mon manager Mathieu. En fait, c'est des personnes bienveillantes. Et donc au-delà de, elles m'ont marqué pour leurs compétences techniques, c'est plutôt par rapport à leur bienveillance que je me souviens d'eux. Et d'ailleurs, ils y bossent encore, hein, je vous rassure. Voilà, donc j'ai pas un nom à vous donner. On pourrait dire Satya Nadella. Oui, bien entendu, il fait beaucoup pour Microsoft. Il a fait beaucoup en plus pour l'histoire de Microsoft. Et il a un parcours chez Microsoft qui est juste impressionnant. De là où il a commencé à là où il est maintenant, c'est fabuleux. Maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer vraiment. Donc, bien entendu que Microsoft va dans le bon sens, de mon point de vue. On crée des produits innovants. Mais les personnes qui m'ont le plus marqué, c'est celles qui sont le plus dans la bienveillance. Voilà. Alors, il y en aurait plein d'autres de noms que j'oublie, hein, bien entendu. Mais voilà. Comment se passe l'évolution au sein de l'entreprise? En fait, comme dans beaucoup d'entreprises, vous avez ce qu'on appelle un entretien individuel qu'on nomme un connect chez nous. Et dans le cadre de ce connect, vous allez donner vos contributions. Alors, c'est quand même un peu plus poussé que les autres entreprises parce qu'on vous demande de donner vos contributions passées, mais aussi de donner vos contributions auprès des autres membres de votre équipe et aussi des autres membres des autres équipes. Donc il y a une sorte de triptyque qui est importante chez Microsoft, c'est on ne veut pas que vous ayez un impact seul avec juste un projet que vous avez mené tout seul dans votre coin, etc. On veut aussi que vous aidiez vos collègues et que vous aidiez les autres équipes à avoir un impact. Donc il y a vraiment ce concept de, en fait, si tu travailles dans ton coin, tu auras peut-être un impact très limité, mais si tu travailles avec les autres équipes sur des projets et sur des idées des autres, eh ben, tu auras un plus grand impact. Et moi, j'aime beaucoup ce mindset chez Microsoft.
Quel a été ton parcours pour intégrer Microsoft? Mon parcours d'études, je sais pas si c'est vraiment ça la question, mais j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait une licence professionnelle, donc j'ai bac+3. Puis après, j'ai commencé à travailler chez IBM, j'ai travaillé pour Amadeus, j'ai travaillé pour Soprasteria, Capgemini, donc j'ai plutôt un profil de consultant en SS2I. Et puis, c'était un rêve de rentrer chez Microsoft et bah, je me suis donné les moyens. Voilà, mais mon parcours, en fait, mon parcours, il est lié à une personne dont j'aimerais parler qui s'appelait, parce que malheureusement il est mort, qui s'appelait Vivian, qui était un de mes managers chez Soprasteria. Et pour vous donner la petite idée, bon, c'était quelqu'un de très bienveillant, que j'adorais. C'était une belle personne. Quand je suis rentré dans son équipe, moi j'étais dans l'équipe qu'on appelait Wintel. Donc c'était administration Windows. Et au moment où je rentre dans son équipe, il savait que j'étais Microsoft Certified Trainer. Et il me dit, tiens Philippe, on était en 2012, hein, il y a Microsoft qui a sorti un service, là, un produit qui s'appelle Windows Azure. Est-ce que tu pourrais pas regarder et puis le pitcher à l'équipe et puis former l'équipe? Et c'est comme ça, donc il y a 10 ans, qui m'a permis au final d'être embauché chez Microsoft parce que si j'étais pas expert Azure, bah, je suis pas sûr que j'aurais été embauché chez Microsoft. En tout cas, j'aurais été peut-être expert sur une autre techno, Office 365, Dynamics. Mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est Azure. Donc, c'est aussi grâce à Vivian que j'en suis là aujourd'hui. Et je le remercierai jamais assez, même si je peux plus le remercier. Mais c'est quelqu'un qui m'a soufflé une idée, qui m'a dit, Philippe, ça serait bien que tu parles de ce truc-là qui vient d'être sorti là chez Microsoft, à l'équipe. Et j'avais monté tout un plan de formation, j'avais fait des labs moi-même, c'était sur l'ancien portail Azure pour ceux qui ont connu windows.azure.com. Et objectivement, ça a été une super expérience. J'ai formé les gars de mon équipe. Et puis après, j'ai plus jamais lâché Azure. Donc c'est grâce à lui. Au final, mon point de vue, c'est que bah, des fois, c'est juste une phrase au détour d'une conversation avec une personne avec qui vous avez une interaction régulière, votre manager, votre femme, votre enfant, votre mari, etc., qui va vous permettre parfois d'arriver à réaliser vos rêves. Je parle ça fait très américain comme je parle, mais c'est marrant, mais pourtant c'est ce que je pense. Alors, en quoi ça consiste vraiment d'être récompensé par le Best Tech Professional Award? Est-ce que c'est comme être le MVP des MVP en interne? Eh bah, vous savez quoi? S'il y a bien une chose dont je suis fier, c'est d'avoir eu ce titre, Best Tech Professional Award. Alors, si je commence à en parler, ça va durer 1 heure, donc je peux pas. Mais concrètement, qu'est-ce que j'y gagne? Alors, le plus important, c'est la reconnaissance de mes pairs. Moi, je suis vraiment hyper fier de cet award. Pourquoi? Parce que pour l'avoir, en fait, il y a eu une nomination de mes pairs, et donc il y a eu plus de 400 Microsofties qui ont voté, et j'ai été parmi les 9 qui ont reçu le plus de votes. Donc à la fin, si vous voulez, des 400 qui ont voté, eh ben, en termes de vote, j'étais parmi les 9 sélectionnés, qui étaient des CSA, des PFE, enfin il y avait vraiment que des profils techniques, puisque Best Tech Professionnel. Et à partir de là, sur les 9, il y a ce qu'on appelle la LT, la Leadership Team chez Microsoft, donc qui est constituée du CTO, de la DG Microsoft, etc., Corinne. En gros, toute cette équipe s'est réunie et a désigné le grand gagnant. Et pour le coup, ça a été moi. Donc c'est plutôt une consécration de mes pairs, mais aussi de ceux qui font Microsoft au quotidien, à tout le moins en France. Voilà. Donc j'en suis très très fier. Ça consiste en quoi d'être récompensé? Ben, typiquement, je peux faire ce qu'on appelle du reverse mentoring avec le directeur technique de Microsoft. Donc, il peut me contacter sur des sujets où il a besoin ou s'il est intéressé tout simplement par mon avis technique sur des problématiques clients. Donc, quand on parle au CTO de Microsoft, c'est quand même assez intéressant. Et puis, bah, ça ouvre des portes aussi, hein. Voilà. Et puis, c'était la première fois que Microsoft mettait en place ce Best Tech Award. Clairement, je l'ai eu, donc j'en suis hyper fier, quoi. Voilà. Alors, YouTube, Twitch, comment tu t'organises au quotidien pour bosser chez MS, faire des vidéos YouTube, des sessions Twitch, écrire un livre, etc. Alors là, c'est une très bonne question. Comment je m'organise? Alors, moi, je suis un lève-tôt. Donc, comme je suis un lève-tôt, globalement, vers 5h30 tous les matins, je me lève, je fais 1 heure de sport. Une fois que j'ai fini mon sport, vers 6h30 à peu près, je commence à travailler je dépile mes emails.
Et je suis au calme le matin, j'adore bosser le matin, je suis un lève-tôt, donc je suis au calme, je réponds à mes emails, etc. de mes clients. Je travaille beaucoup. Vers midi, je m'arrête comme tout le monde. Je prends 1 heure pour manger. Puis l'après-midi, je continue à bosser jusqu'à, on va dire, 4h30, 5h. Vers 5h, j'essaye de m'arrêter pour passer du temps avec mon fils. Et quand il est couché, vers 9h, 9h30, je bosse sur YouTube, sur mes Twitch, sur mon livre, etc. Et donc ça, c'est en semaine. C'est du lundi au vendredi. Je ne vais pas vous faire tout mon agenda, mais voilà. Et le week-end, rebelote. Je fais jamais de grasse mat, je ne sais pas ce que c'est. Donc globalement, le week-end, vers 5h30, 6h, je me lève. Et de 6h à 9h, je travaille sur le montage des vidéos, sur les enregistrements, sur les réseaux sociaux, etc. Et je fais ça le samedi et le dimanche. Donc je travaille, on va dire, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch et sur mon livre. Voilà, donc je suis plutôt un bosseur, je pense, mais j'essaye de compartimenter à fond ma vie pour garder du temps pour ma famille. Et puis pour les enregistrements YouTube, ça me demande du temps et globalement, ça me demande du temps qui fait que soit j'enregistre en semaine, donc plutôt en fin de journée. Parfois, je vais dire, tiens, je vais proposer à quelqu'un, ok, tu serais disponible de 16h à, je sais pas moi, 18h pour enregistrer sur YouTube. Et je fais toujours le montage, quoi qu'il arrive, le samedi et le dimanche, le matin très tôt. Voilà. Et un point important, c'est qu'une vidéo YouTube que vous voyez, en moyenne, pour une vidéo de 10 minutes, c'est 10 heures de travail. Et pourquoi je dis 10 heures de travail? Parce qu'il y a l'enregistrement qui dure 3 heures. Parce que pour avoir 10 minutes de vidéo, il faut 3 heures d'enregistrement avec la personne ou même moi tout seul. Donc 3 heures d'enregistrement. Ensuite, on a 2-3 heures de montage. Enfin, j'ai 2-3 heures de montage. Donc on est déjà à 6 heures. Ensuite, il faut créer la vignette YouTube. Ça a l'air de rien, mais mes vignettes, je les travaille. Donc il y en a pour une bonne 1 heure. Donc on est déjà à 7 heures. Facile de montage, YouTube, etc. Et puis une fois que j'ai fait ça, il faut publier la vidéo, donc publier la vidéo en privé auprès de la personne qui a bossé avec moi. Donc il y a des ping-pong parce qu'il va me dire ouais mais tu vois ça c'est pas top, j'aimerais que tu changes ça, etc. Donc il faut que je retravaille la vidéo parfois, surtout quand la personne est très perfectionniste. Et puis donc là on est bien à 8 heures et puis les 2 dernières heures c'est la publication sur les réseaux sociaux, la pub, la réponse aux commentaires, que ça soit sur YouTube, sur LinkedIn, voilà. Donc une vidéo c'est entre 8 et 10 heures de travail. C'est pour ça que je n'en publie qu'une fois par semaine. Vu la charge de travail que représentent les vidéos Twitch, YouTube, est-ce que tu as une équipe qui t'aide ou tu le fais tout seul? Je fais tout seul. Mais parce que j'aime ça. Après, je ne veux pas que ma chaîne YouTube m'oblige à dépenser de l'argent. Donc en fait, effectivement, le matériel, j'ai acheté avec mes sous, que ce soit la caméra, la ring light et plein d'autres choses. Mon ordinateur qui est assez puissant, je l'ai acheté avec mes sous. Mais pour le reste, je me refuse à payer quelqu'un pour faire ce que je peux faire moi-même. Et puis, je dirais que je suis jamais aussi bien servi que par moi-même. Et comme je publie des vidéos, quand je les publie, c'est que j'en suis fier. Il faut savoir que parfois, je n'ai pas publié une vidéo parce que j'étais pas fier du résultat final, y compris avec une personne avec qui j'avais travaillé. J'ai pas publié la vidéo parce que j'ai trouvé que le résultat était pas bon. Donc il y a des fois où j'ai refait une session pour réenregistrer la vidéo parce que soit mon interlocuteur, soit moi, on n'était pas fiers du résultat. Donc pourquoi je vous raconte tout ça, messieurs, dames? C'est pour vous dire que au final, YouTube, Twitch, etc., tout ce travail-là, c'est le fruit, c'est un peu mes bébés. Et donc, moi, j'en suis fier. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ce que je fais, qui trouvent que c'est toujours la même chose. J'en sais rien. On a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Une fois, j'ai essayé de faire une vidéo drôle. On m'a dit, ouais, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit, ouais, franchement, le format, j'aime pas. Mais moi, j'ai adoré faire cette vidéo drôle. Donc, c'est pour ça que je fais aussi des choses qui sortent un peu du quotidien. Je m'autorise tout sur mes vidéos. Et donc concrètement, je fais tout seul. Mais parce que j'aime ça. Encore une fois, j'aime faire ça. Et puis je refuse de payer quelqu'un pour faire le travail que je suis capable de faire. Combien de temps te demande la gestion de la chaîne et du Twitch par semaine, préparation, montage? Ça, je pense que j'y ai répondu.
Globalement, pour une vidéo, c'est 10 heures de boulot. Après, on n'a pas parlé de Twitch, mais quand je vous propose des sessions AZ305, AZ104 et maintenant AZ500, bah, ça me demande du travail de préparation avant, des slides, de mon whiteboard, révision des sujets pour que ça soit fluide le jour J. Donc c'est vrai que Twitch, concrètement, pour préparer une session d'une heure avec vous, bah, faut compter 2 heures de préparation. Voilà. Les sujets, je les connais, mais j'essaye d'être fluide. Et puis, je regarde les dernières nouveautés sur le sujet. Puis, je regarde les prix pour voir s'ils n'ont pas augmenté. Enfin, vous voyez, il y a. Puis, je regarde la FAQ pour regarder les questions que vous pourriez me poser pendant la session pour avoir la réponse. Et pas vous dire, bah, j'ai pas la réponse, comme ça peut arriver parfois. Voilà. Donc, Twitch, 2-3 heures par semaine. Comment t'es venue l'idée de cette chaîne? Eh ben, en fait, je trouvais qu'il y avait une seule chaîne francophone qui parlait vraiment d'Azure à fond. C'est celle de Stanislas Quastana, que je vous encourage d'ailleurs à aller voir parce qu'il produit un contenu de qualité. Il a une mémoire phénoménale et vraiment très pro. Mais pour autant, je trouvais que ses vidéos étaient longues parce qu'elles durent 30, 40, 50 minutes. Et je me suis dit, peut-être que les gens, ils recherchent un contenu sur une technologie spécifique, mais pour lequel ils vont regarder ce contenu dans le métro pendant 10 minutes. Ils vont regarder ce contenu le soir avant de s'endormir pendant 10 minutes, etc., etc. Et donc moi, je me suis dit, bah, en fait, je vais proposer un contenu bien monté et de qualité en français sur Azure. Mon ambition, bien entendu, c'est de devenir la référence française sur Azure en termes de vidéos YouTube. Parce qu'il faut, j'ai des objectifs quand même, hein, et j'ai pas honte de le dire. Mais encore une fois, je ne gagne rien sur cette chaîne puisqu'elle n'est pas monétisée. Et donc, bah voilà, l'idée de cette chaîne, c'est je me suis dit, bah, il manque un contenu court sur Azure, en français, sur des sujets bien spécifiques. Et c'est de là qu'est partie ma chaîne. Et puis après, j'ai dévié sur les ateliers d'architecture, sur Twitch avec les révisions de certification, etc. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, c'est les vidéos de préparation à des certifs. Et bah, sachez que là où moi je m'éclate plus, c'est pas dans les préparations de certifs. Ces vidéos-là, franchement, je m'éclate pas dedans. C'est vraiment quand je fais du montage sur des sujets spécifiques de 10 minutes. Voilà. Donc les vidéos qui marchent le mieux, c'est les révisions à des certifs. Mais les vidéos pour lesquelles je travaille le plus et pour lesquelles je prends plus de plaisir, encore une fois, c'est les vidéos que je fais avec des personnes qui veulent intervenir sur ma chaîne. Voilà. Comment se passe la création, l'édition d'un livre? Eh ben, la création, faut avoir l'idée, il faut avoir le bon contact. Donc, moi, je travaille avec les éditions Eni, et pour le coup, c'est une maison d'édition qui est top, qui encourage vraiment les auteurs à travailler sereinement sur un livre. Et puis à la fin, vous avez votre livre, vous le voyez quand vous allez à la Fnac. Si vous allez à la Fnac, eh ben, vous voyez mon livre, et ben, enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait quelque chose la première fois que j'ai vu mon livre à la Fnac. Et puis là, j'ai une bibliothèque dans mon petit village. Et ben, ils ont un livre sur Windows 10 que j'ai écrit. Donc, la création, c'est l'idée. Quel sujet vous voulez traiter? L'édition, il faut trouver la maison d'édition. Après, il y en a qui s'auto-éditent sur Amazon. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai eu des échos comme quoi ça pouvait être pas mal. Mais encore une fois, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Peut-être que je le ferai un jour. Mais pour l'instant, je vends mon livre via ma maison d'édition. Aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait également partager son savoir, que ce soit via des formations en présentiel ou à distance, à l'aide de différents outils? Bah, les différents outils pour partager son savoir, c'est ayez une tablette, parce que dessiner, ça permet vraiment de mieux appréhender des concepts. Utilisez Zoomit, je vous en ai parlé, hein, en début de session, il y a une question qui m'a été posée. Et puis, je dirais de manière générale que si on veut vraiment être compétent dans Azure, de mon point de vue, il faut savoir simplifier les concepts. Et donc, quand vous voulez partager votre savoir, prenez toujours des exemples de la vie courante. Par exemple, moi, pour parler de Log Analytic Workspace, j'explique que c'est une piscine vide et que chaque goutte de cette piscine correspond à un métrique ou un log qui est remonté par une ressource Azure. Ben ça, tout le monde sait ce que c'est une piscine. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que quand on veut partager son savoir, il faut au maximum simplifier celui-ci. Plus vous le complexifiez, moins vous allez toucher l'audience. Je pense que c'est la meilleure manière de communiquer avec les personnes, que ce soit les clients ou que ce soit d'autres ingés. En simplifiant un problème, on permet de le résoudre beaucoup plus facilement.
Allez, quelles sont les compétences d'un architecte cloud ou qu'un architecte doit avoir? Alors là, je vais en faire une vidéo. Pour moi, la première compétence qu'il doit avoir, c'est la curiosité. Moi, je compare souvent les architectes à des gens qui aiment résoudre des problèmes. Par exemple, moi, j'adore une série qui s'appelle Dr House. Et le principe, c'est que c'est un médecin qui va ausculter des patients pour tenter de découvrir quel est leur problème. Ben moi, pour moi, un architecte, il va avoir, alors pas un problème, mais une priorité business. Donc son entreprise va arriver en disant, on veut développer telle activité nanana, dans Azure, aide-moi. Et donc, architecture, la solution finale. Et voilà, moi, je trouve vraiment que la première qualité d'un architecte, c'est sa curiosité, son envie de résoudre des problèmes. Ensuite, pour un projet cloud, quelle est la première chose à faire avant l'implémentation? Alors moi, je dirais qu'avant l'implémentation, il faut se poser la question de à quoi va servir mon projet cloud? Est-ce que c'est une priorité business pour l'entreprise? Ça ne sert à rien de créer des ressources dans Azure si derrière, ça ne vous permet pas d'avoir un retour sur investissement. On ne va pas dépenser de l'argent comme ça, bizarrement. Les entreprises dépensent de l'argent parce qu'ils ont un retour sur investissement. Donc pour un projet cloud, moi, la première chose que je pose comme question à mes clients, c'est à quel business ça correspond, à quoi ça répond en termes de priorité business. Et au-delà des compétences liées à ça, moi je dirais qu'un bon architecte, il doit savoir se poser 4 autres questions. La première, c'est est-ce que ce que j'architecte est sécurisé? La deuxième, c'est quelles sont les limitations de mon architecture et donc des services que je mets dans cette architecture. La troisième question, c'est est-ce que mon architecture, elle nécessite beaucoup d'efforts pour la maintenir? C'est-à-dire que si je base mon architecture sur des VM, est-ce que ça ne va pas me demander beaucoup de temps pour justement déployer, administrer ces VM au quotidien? Quel est l'effort pour maintenir cette infra que je vais déployer pour mon client? Donc ça, c'est la troisième question à se poser. Et la dernière question à se poser, c'est quel est le coût de cette architecture? Pour moi, c'est aussi important. Donc au final, au-delà des compétences, 1. Quelles sont mes priorités business quand je ponds une architecture? 2. Quelles sont les limitations du service? Quel est le coût? Quelle est la sécurité associée? Et bien entendu, quel est l'effort pour maintenir ce service? Comment tu procèdes, toi, chez un client? Tu couches tout sur le papier pour ne pas te perdre. Moi, j'aime bien utiliser ma tablette pour dessiner. Je récupère les bons icônes Microsoft, donc ce qu'on appelle des stencils, et je les drag and drop sur ma tablette dans mon whiteboard et je dessine les concepts et les architectures avec mes clients en séance. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la conception visuelle. Après, ça ne marche pas pour tout le monde, mais moi, j'apprends mieux quand je vois et quand je manipule et quand je dessine. Il y en a qui ont besoin d'entendre, etc. Ça dépend de chacun. Mais moi, en tout cas, c'est la méthode que j'utilise. Comment vois-tu l'avenir de l'administration d'Azure avec un outil comme ChatGPT? Alors, pour résumer, c'est marrant. Parce qu'il y a quelques années, quand je suis rentré chez Microsoft, il y a 4 ans, mon premier manager, je lui ai dit, moi, je rêve de mettre en place une solution où on est plusieurs architectes autour de la table. On a l'équivalent de Siri. Donc, imaginez, vous avez le A bleu d'Azure en plein milieu comme objet au milieu de la réunion. Les architectes discutent. Et puis, au fur et à mesure, l'intelligence artificielle leur dit « Ouais, mais pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. » Et puis, à la fin, les architectes disent « Ok, Azure, crée-nous, donc oralement, tout ce que je vous raconte, crée-nous une VM avec telle spécificité comme on en a discuté dans telle VNet, de telle ressource, etc. » Et j'avais dit, voilà, il faudrait travailler. J'avais créé un document Word en anglais qui expliquait ce concept. Vous avez le A d'Azure sous forme d'objet, qui est comme un Siri ou un Google, je ne sais plus comment on appelle ça. Et vous parlez de ce que vous voulez faire, et à la fin, vous dites à ChatGPT, maintenant, déploie-moi ça dans Azure. Et voilà, et donc par rapport à cette question, j'ai tout de suite pensé à un projet sur lequel j'avais travaillé il y a 4 ans. J'avais proposé à mon manager, que je n'ai pas mis en place, mais peut-être que c'est l'avenir du boulot. En tablette, une Surface ou laptop? Aucun des deux, JM2K 69. Ma tablette, c'est une tablette XP Pen. Donc je t'encourage, je te mets le nom dans le chat. XP Pen, c'est ma tablette. Donc c'est une tablette, c'est un écran en fait déporté. Et j'ai un stylet. Et comme j'ai un ordinateur fixe, j'utilise pas ma Surface. Et ça me permet de dessiner directement. Tu ferais une vidéo pour expliquer cette manière de faire avec le whiteboard? Ouais, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par LinkedIn, par mail. Je vous mets mon email dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions que je traiterai dans une seconde session FAQ. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir
à partager mes idées avec vous. Encore une fois, si quelqu'un maintenant met en place une lessive qui sent le parfum, eh ben vous me devrez des royalties parce que j'ai eu l'idée il y a des années de ça. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette première session FAQ. J'ai pas eu le temps de tout traiter, mais j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette session que j'ai eu à partager des idées, à partager mon parcours. Bien entendu, il n'engage que moi, il n'est basé que sur mon expérience. Ça n'est pas une généralité et ça n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en application à tous les coups. Je vous dis à bientôt pour une prochaine session FAQ. Salut tout le monde!